Bonjour à tous. Moi, je m'appelle François Langot. Je vais vous présenter un rapport qui pose la question de savoir comment réformer le système des retraites français. Ce rapport a été écrit avec John J. González Pulgarín et Tepida Soprasut. Alors, je vais partir d'un constat un peu basique qui est qu'en fait, les retraites, c'est fait pour financer la dépendance pendant qu'on ne travaille plus. Et donc, évidemment, ça dépend fortement le coût des retraites dépend fortement de l'espérance de vie, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va toucher cette retraite. Là, je vous ai graphé l'évolution de l'espérance de vie en France depuis 1950. Donc comme vous voyez, bien, entre 1950 et 1980, elle a augmenté d'à peu près 8 ans. De 1980 à aujourd'hui, elle a augmenté de 8 années et demie. Et puis, il est prévu que de 2025 à 2085, elle augmente à minima, c'est la petite barre que je vous ai mis ici, à minima de 5 ans. Donc dans des prévisions plus optimistes, si on prenait la médiane, ce serait à peu près 7 ans. Mais bon, prenons une augmentation pessimiste, c'est quand même encore 5 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc évidemment, c'est 5 ans de financement supplémentaire à trouver. Alors évidemment, ça se voit de manière aussi concrète quand on regarde une pyramide des âges. Là, c'est la pyramide des âges en 1991. Donc comme vous le voyez, le nombre de personnes de plus de 60 ans est relativement modéré. Et puis le nombre de personnes entre 60 et 20 ans est assez conséquent, en particulier en 90, puisqu'il y avait les baby boomers qui étaient nés entre 45 et 65, qui étaient relativement nombreux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous voyez que le haut de la pyramide a énormément grossi, donc la masse de personnes au-dessus de 60 ans a relativement progressé, et puis la base, par contre, est restée relativement stable. Donc évidemment, ça nécessite un besoin de financement assez important. Et puis à l'avenir, ce sera encore plus important, puisque là, c'est la pyramide en 2060, et donc le contrasté foncé en dessous est celle de 2025. Vous voyez qu'en contraste, entre 2025 et 2060, il y aura encore un accroissement des personnes au-delà de 60 ans et donc un besoin de financement important de nos régimes des retraites. Alors ceci se voit évidemment dans l'évolution des dépenses de retraite en France. Donc là, vous avez l'évolution depuis 2000. Je vous rappelle pour mémoire qu'entre 1993 et 2000, les dépenses de financement des retraites avaient baissé en France. Et puis à partir de 2000, elles ont commencé à reprogresser. Et là, vous voyez qu'elles ne font que progresser. Ceci est très inquiétant puisque depuis 2000, vous êtes tous au courant qu'il y a eu de multiples réformes des retraites qui étaient censées contenir cette évolution des dépenses. Et comme vous le voyez, ça n'a pas été du tout le cas. Et a priori, c'est encore prévu pour augmenter jusqu'en 2070. Le problème, c'est qu'évidemment, une partie de ces dépenses sont financées par des prestations qui, comme vous le voyez, en trait bleu, sont en dessous des dépenses. Donc évidemment, il y a un déficit. Et deuxième petit problème, c'est que vous voyez qu'à partir de 2040, les recettes vont énormément baisser parce que l'État intègre dans les subventions qui redonnent au régime des retraites sous forme de subventions le fait que, comme il y a eu des réformes, il y aura moins de prestations à donner. Et donc, au fur et à mesure, les recettes prévues par les caisses de retraite tombent, puisqu'il y aura à peu près 1 point de PIB qui sera plus donné à l'État du fait de ces réformes qui auraient dû baisser les dépenses. Mais les dépenses n'ont pas baissé. Et donc, du coup, on arrive avec un gros déficit in fine. Donc, évidemment, ça pose la question de savoir comment on peut finalement, dans un monde qui change, faire évoluer notre système des retraites de manière à ce que ce déficit ne soit pas une tendance. Dans ce sens-là. Voilà, donc finalement, ce qu'on a, c'est qu'on voit que le monde évolue, et il évolue évidemment dans le bon sens, puisque ça nous fait gagner de l'espérance de vie. Évidemment, il faut du coup savoir comment financer cette vie supplémentaire. Donc, il y a évidemment 3 grands paramètres qu'on a tous en tête, le taux de cotisation, le niveau des pensions ou l'âge de départ en retraite. Mais évidemment, comme il y a un déficit, ça veut simplement dire qu'ils ne se sont pas adaptés suffisamment ou avec retard, ce qui a causé finalement un déficit financier. Et donc, il nécessite forcément un ajustement nouveau encore des paramètres. Et puis, il faudra s'habituer à les voir se réajuster dans l'avenir, parce que comme vous le voyez, l'évolution de l'espérance de vie ne va pas s'arrêter, heureusement. Donc, ce qu'on va vous proposer de faire dans cette étude, c'est de faire différents scénarios qui vont pouvoir et faire évoluer le système de retraite sans qu'il y ait de déficit et voir finalement ce que ça implique pour la société, c'est-à-dire quel sera le taux de croissance du PIB, quelle sera la consommation dans l'économie, quelles seront les inégalités dans cette économie et évidemment, in fine aussi, quel sera le bien-être dans cette société. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est créer un petit modèle de l'économie française dans lequel on puisse simuler la France en fonction de différents ajustements du système des retraites. Est-ce qu'on favorise un ajustement par le taux de cotisation? Est-ce qu'on favorise un ajustement par la baisse des pensions? Ou est-ce qu'on favorise un ajustement par l'allongement de la durée d'activité?
Et donc, on va proposer des scénarios comme ça jusqu'en 2085 pour voir comment s'équilibre ce système. Alors évidemment, vous voyez bien que ces ajustements-là sont très très importants pour les individus, puisqu'évidemment, ils touchent leur comportement privé. Et donc, évidemment, en modifiant ces paramètres-là, on va modifier le comportement des gens. Si je change de cotisation, évidemment, du coup, je vois que mon travail ne rémunère pas de la même manière. Est-ce que je vais travailler tout autant? Des questions se posent sur cette marge-là. De la même manière, si je touche les pensions, du coup, il va falloir que je mette davantage de côté dans mon épargne privée pour me permettre d'avoir un niveau de vie quand je serai retraité relativement important. Donc, ça change aussi mon comportement de consommation et d'épargne. De la même manière, si je modifie mon âge de retraite, évidemment, ça va changer sur ma vie le nombre d'années travaillées. Ça peut aussi modifier mon bien-être. Donc, évidemment, pour faire tout ça, il faut qu'on ait un petit modèle qui décrive l'économie dans laquelle les ménages s'adaptent à ces changements paramétriques et en fonction des changements paramétriques, leur comportement va se changer différemment si c'est un ajustement du taux de cotisation, un ajustement des pensions, un ajustement de l'âge de la retraite. Évidemment, les ajustements microéconomiques sont importants, c'est comment les gens vivent ces ajustements. Mais il y a aussi un deuxième niveau d'analyse qui est très important, c'est que les ajustements de masse de tous ces petits personnages sur le marché vont faire qu'au niveau macroéconomique, l'offre de travail, les fonds d'épargne sur les marchés financiers ne vont pas être les mêmes, donc les salaires, les taux d'intérêt vont s'ajuster, et ça va évidemment avoir des effets très importants au niveau macroéconomique. Donc ça, évidemment, c'est l'important de l'équilibre macroéconomique. Et puis, évidemment, in fine, une fois qu'on a l'équilibre et comment les agences sont tous coordonnés sur une manière de s'arranger au fur et à mesure de cette trajectoire, on pourra en déduire leur impact sur le bien-être et puis voir finalement quel est l'ajustement qui permet au plus grand nombre d'être le mieux possible. Voilà. Donc, quel va être le petit modèle qu'on se propose de faire? Je pense que pour réfléchir à ce problème, il faut mettre ensemble les 5 ingrédients qu'on a mis ensemble dans ce petit modèle. C'est-à-dire qu'il faut évidemment tenir compte du fait que les gens ont un âge qui évolue dans leur vie. Donc évidemment, ça va décrire leur carrière et puis à quel moment ils vont prendre leur retraite. Donc évidemment, la dimension âge est très importante. La dimension aussi hétérogénéité des agents est très importante. Là, je vais avoir des agents dans mon économie qui peuvent de temps en temps perdre leur boulot ou avoir un petit boulot qui est moins bien ou avoir un boulot d'un seul coup qui est super. Donc évidemment, les aléas de carrière sont très importants à tenir compte dans ces choix d'occupation sur le marché du travail. Il faut aussi tenir compte du fait que dans mon désir d'épargne, il y a aussi un désir d'épargne qui va venir du legs que je souhaite faire à mes enfants. Et donc, comme je suis un parent altruiste, je vais me préoccuper de la mobilité sociale qui est au sein de la société et comment je peux assurer mes enfants face à une société aussi qui évolue. Et puis évidemment, il y a les entreprises. Les entreprises, elles jouent un rôle important parce que c'est elles aussi qui vont un peu manager l'arbitrage machine, donc capital, emploi. Et donc évidemment, c'est important aussi d'avoir en tête ces substitutions machine-travail au sein des entreprises. Et puis évidemment, il y a la contrainte financière. On va supposer dans notre économie de manière assez réaliste que les marchés financiers ne sont pas parfaits, donc je ne peux pas emprunter tout ce que je veux et je ne peux pas m'assurer contre tous les risques qui existent dans la vie. Donc il n'y a pas de marché hypothétique parfait dans l'économie. Donc voilà la description du modèle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a calibré sur la moyenne des données de l'économie française entre 1990 et 2020. Donc ce qui nous donne une situation de référence, et aujourd'hui. Et après, ce qu'on se propose de faire, c'est étudier des scénarios qui sont tels que chaque année, l'espérance de vie va augmenter, de telle sorte à ce qu'elle ait augmenté de 5 ans sur les 60 prochaines années. Et donc après, on va faire différents scénarios qui vont s'ajuster. Donc on va ajuster le régime des retraites soit par l'autorisation, soit par les pensions, soit par l'âge de départ en retraite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc la situation de référence, c'est une situation où on a approximativement un taux de cotisation de 30% pour équilibrer les caisses de retraite aujourd'hui. Donc le taux apparent de cotisation moyen aujourd'hui, c'est ça, c'est 30%. Si je m'adapte uniquement par le taux de cotisation, il faut s'attendre à un taux de cotisation qui passe les 38% en 2085 pour équilibrer cette espérance de vie qui augmente de 5 ans. Si l'équilibrage se fait par les pensions passeront d'approximativement 60% à 46% du dernier salaire. Si l'ajustement se fait par la durée d'activité, donc l'âge de départ en retraite moyen, il passera en moyenne de 63 ans à 66,3 années. L'ajustement se faisant graduellement, quel que soit le scénario, suivant ces différentes trajectoires. Alors évidemment, quels sont les arbitrages qui sont au cœur du modèle quand on fait ces 3 alternatives, la cotisation, la pension, l'âge de départ en retraite?
Évidemment, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, alors c'est une réduction tout à fait médiocre hein, de la vie, mais quand on est économiste, évidemment, les années de vie en plus, c'est des années qu'il faut financer. Donc évidemment, il faut trouver des ressources parce que les gens vont vivre plus longtemps. Donc évidemment, les gens sont tous devant cette question de savoir, donc nous, nos petits agents qui sont dans un ordinateur, la Consimul, ce sont des gens qui se posent la question de savoir comment je vais pouvoir financer ces années de vie supplémentaires qui m'arrivent. Alors évidemment, si je n'allonge pas la durée d'activité, du coup, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de ressources supplémentaires, a priori, et donc, va se poser la question de savoir qui paye ces années de vie supplémentaires. Est-ce qu'elles sont à la charge des personnes qui vivent plus longtemps? Donc, du coup, ce serait à elles de trouver des fonds pour retrouver des pensions. Donc, ça, c'est finalement les augmentations d'espérance de vie augmentent le poids du financement. Comme je peux décider que ce soit les retraités qui le payent, donc, du coup, je baisse leur pension moyenne. Une autre alternative, c'est de le faire payer par les actifs, et donc là, du coup, j'augmente les cotisations. Bien, évidemment, vous voyez que dans cet arbitrage-là, le problème majeur, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de ressources supplémentaires, donc évidemment, c'est les deux individus concernés qui raisonnent à ressources données et qui vont se répartir un peu cette pénurie. Donc, soit les cotisations augmentent et donc, du coup, la consommation des actifs baisse, soit c'est les pensions qui baissent, c'est la consommation des retraités qui baisse. Et donc, du coup, vous voyez que pour ces personnes, quel que soit le scénario d'ajustement, finalement, c'est deux problèmes identiques pour les actifs qui sont que soit j'aurai moins de consommation parce que je paye plus de consommation, soit je dois avoir moins de consommation tout de suite pour mettre de côté afin de pallier le fait que j'ai moins de pension demain. Donc, c'est dans les deux cas, finalement, pour le vécu des gens qui commencent à travailler, qui rentrent dans le système, c'est de la consommation au moins. Évidemment, vous voyez que ces deux réactions microéconomiques-là sont très défavorables au système. Parce que quand j'augmente les cotisations, bien les gens qui vont voir leurs cotisations augmenter vont voir que leur salaire, leur travail est moins rémunéré. Donc ils vont avoir tendance à se désengager du marché du travail, alors même que je demande des recettes au marché du travail. Donc là, du coup, l'ajustement macroéconomique va faire augmenter la taxe plus qu'elle n'aurait augmenté si je n'avais pas tenu compte de la réaction des agents. De la même manière, si je m'ajuste par les pensions, l'ajustement macroéconomique va être très défavorable. Pourquoi? Parce que quand je m'ajuste par les pensions, les gens vont avoir tendance à épargner pour se couvrir de la baisse des pensions. Mais du coup, s'il y a beaucoup d'épargne, le taux d'intérêt va baisser. Et donc, mon incitation à épargner va être très modérée. Donc, je fais payer finalement aux gens une épargne forcée qui ne serait pas rémunératrice. Donc ça, vous voyez, à la limite, c'est très mauvais. Donc, vous voyez que la macroéconomie ne va pas du tout aller en faveur de ces deux ajustements. En revanche, évidemment, allonger la durée d'activité a ceci d'intéressant qui est qu'elle est assez neutre par rapport à l'arbitrage qui existe initialement. Puisqu'en fait, la répartition, le pouvoir d'achat entre les travailleurs et les retraités reste identique, puisque le taux de taxe reste le même et le taux de prestation de pension reste le même. Donc le pouvoir d'achat sur le cycle de vie est identique à ce qui se faisait avant. Et en plus, deuxième chose importante au niveau macroéconomique, sur la répartition salaire-profit, c'est que comme le temps de travail relativement dans la vie est constant, le prix relatif du travail dans tout l'espace de vie reste relativement le même. Donc l'ajustement salaire-taux d'intérêt va rester relativement modéré. Donc on assure une certaine stabilité macroéconomique. Comment ça se traduit après sur le PIB? Donc là, vous avez la simulation du modèle qui part donc de 2025, ou 2024, je ne sais plus très bien, 24 je crois, et qui est simulé jusqu'à 2085. Donc là, vous voyez que si je regarde donc en rouge, vous aurez sur tous mes graphiques l'ajustement lié à un accroissement des cotisations, en bleu, l'ajustement lié à un ajustement des pensions, et en noir, un ajustement lié à une hausse de l'âge de départ en retraite. Vous voyez que si l'ajustement se fait par les cotisations, vous voyez qu'à long terme, il n'y a pas du tout d'accroissement du PIB, hein, le PIB reste le même, donc c'est neutre pour le PIB, si vous voulez. En revanche, à court terme, évidemment, il y a un petit effet positif qui est que, comme les agents savent que la taxe va continuellement augmenter, il est préférable de travailler plus dans les périodes où la taxe est la plus petite. Et du coup, ils travaillent un petit peu plus au début de l'échantillon, puisqu'ils savent que la taxe sera beaucoup plus importante demain. Donc, il est préférable de travailler dès aujourd'hui davantage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite bosse sur le PIB en 2040. Ensuite, l'ajustement bleu, qui est l'ajustement par les pensions, évidemment, lui a un petit effet supplémentaire positif, puisque vous voyez qu'à long terme, j'ai un effet positif sur le PIB. Et là, cet effet est assez naturel, hein, puisque qu'est-ce qui se passe dans cette économie? Les gens vont mettre de côté pour pouvoir avoir des retraites suffisamment importantes via finalement une sorte de capitalisation. Et évidemment, cette capitalisation, elle est positive pour les entreprises parce que c'est des fonds prêtables qui sont prêtés aux entreprises, et donc ça augmente le capital productif dans l'économie, et donc ça permet d'avoir des ressources supplémentaires pour les entreprises, et donc à long terme, j'ai une croissance de mon PIB.
Enfin, dans l'ajustement par l'âge de départ en retraite, évidemment, l'ajustement est positif, puisque là, j'ai deux ajustements qui vont venir nourrir l'économie. D'une part, les agents vont avoir des ressources en plus, donc évidemment, c'est plus facile pour eux d'épargner, donc ils vont épargner, et ils vivent plus longtemps, donc ça va leur permettre aussi d'avoir une retraite avec un bon pouvoir d'achat pendant plus longtemps, donc plus de capital dans l'économie, donc plus d'investissement, et en même temps, les gens travaillent plus longtemps, donc évidemment, il y a plus de travail, donc forcément, ça augmente aussi le PIB. Donc là, vous voyez que si l'ajustement se fait par la prolongation de l'activité, donc plus 3 ans et demi d'âge de retraite, vous voyez que le PIB augmente de 0,2 points chaque année en moyenne pendant la simulation. Alors maintenant, évidemment, un petit problème qu'il ne faut pas négliger, qui est qu'on peut aussi se poser la question de savoir quelle implication ces différents scénarios ont sur les inégalités. Donc on peut évidemment simuler l'économie puis voir quelles sont l'évolution de la dispersion des revenus dans cette économie. Alors évidemment, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête immédiatement, c'est que comme j'allonge la durée de vie et que pour vivre bien, il me faut un petit peu d'épargne pour augmenter mon revenu, qui est simplement un revenu qui vient que des pensions, donc naturellement dans l'économie, il y aura plus d'épargne, si jamais il est possible de dégager cette épargne. Donc naturellement, comme il y a plus d'épargne, ça fige les histoires individuelles, donc ça augmente potentiellement les inégalités. Donc évidemment, c'est ce qu'on voit à peu près. On voit que dans le scénario qui privilégie l'ajustement par les pensions et l'ajustement qui privilégie l'ajustement par la durée d'activité, on voit que les inégalités augmentent. Dans le seul scénario où elles n'augmentent pas, c'est le scénario où l'ajustement se fait par une augmentation des cotisations. Là, évidemment, pourquoi ça n'augmente pas? Parce que la richesse est diminuée, les ménages ont moins de possibilités de pouvoir d'achat à chaque période durant l'ajustement, donc il y a moins de possibilités d'épargne. Donc comme l'épargne est une moins grande partie des revenus dans les revenus totaux, évidemment les inégalités baissent, puisque les inégalités qui sont mesurées ici, c'est les inégalités de patrimoine dans l'économie. Ensuite, si mon ajustement se fait par les pensions, bien là naturellement, les gens vont avoir tendance à mettre de côté. Donc toutes les histoires de vie sur le marché du travail qui ont été négatives ou positives vont s'accumuler dans l'épargne et puis y rester ad vitam. Et donc du coup, ça augmente et ça dilate la dispersion des revenus. Et donc on voit que la liste de Gini bleu a tendance à plus augmenter lorsque je m'ajuste par un système qui serait plus de capitalisation. Enfin, quand j'augmente l'âge de la retraite, là encore, les inégalités augmentent. Pourquoi? Parce que là, j'ai produit davantage. Comme je produis davantage, il y a différentes histoires de vie qui vont pouvoir se faire sur le marché du travail. Et donc, je dois aussi, surtout, ce qu'il faut bien vous ayez en tête, c'est que je dois aussi m'assurer contre des risques de carrière qui arriveront entre 60 et 65 ans. Donc, j'ai des nouveaux risques à assurer, donc nécessairement un petit besoin d'épargne supplémentaire. Donc, question finale. Qu'est-ce que ça implique sur les inégalités? Donc pour faire ça, je peux calculer la compensation nécessaire de consommation que je devrais donner chaque mois à chaque personne pour qu'il soit indifférent à être dans un système ou dans un autre. Et donc là, vous voyez que ce qui se passerait, pour le dire rapidement, c'est que les gens, dans notre économie, ils préfèrent tous aller vers un système où l'âge de retraite augmente. Et le système qu'ils détestent le plus, c'est un système qui s'ajusterait par une baisse des pensions. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, je suis prêt à donner de l'argent pour éviter de passer dans un système par capitalisation. Ce que je peux donner, finalement, quand je suis actif, c'est en gros 0,6% de ma consommation chaque mois. Et quand je suis retraité, c'est en gros 5% de ma consommation par mois pour éviter un système par capitalisation. Et par contre, je suis prêt à donner 0,5% de ma consommation chaque mois quand je suis un actif pour avoir droit à un système qui me ferait éviter la taxe, mais qui ajusterait par l'âge de départ en retraite. Et par contre, si je suis retraité, je suis prêt à donner 10 points de consommation pour avoir droit à ce système. Donc évidemment, vous voyez que là, dans notre simulation, c'est Pareto optimal de s'adapter vers un système, on améliore le bien-être de tout le monde si on s'adapte par un système qui s'adapte par l'âge de départ en retraite. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que, d'une part, le recul de l'âge de la retraite, c'était finalement le seul système qui permettait des gros gains de croissance à moyen long terme. Et on montre aussi que c'est le système dans lequel, a priori, tous les gens sont d'accord pour participer, qu'ils soient nouvel entrants ou retraités. Alors, évidemment, on a fait ça dans un modèle un petit peu, barbare, au sens où on impose aux gens
de partir en retraite 3 ou 4 ans plus tôt. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas très libéral de faire ça, on n'a pas le droit d'obliger les gens. Mais vous voyez, il y a plein de solutions qui nous permettent aussi d'envisager que ce système-là pourrait être choisi. Hein. Il suffit de calculer un système de surcote tel que je donne un peu plus aux gens pour qu'ils acceptent de travailler davantage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait écrit dans un autre rapport. Et puis enfin, dernière chose dont je n'ai pas tenu compte dans mon évaluation, mais qui manque évidemment dans mon évaluation, c'est que on sait aussi que quand j'éloigne la durée d'activité, quand j'augmente la durée d'activité, les entreprises et les travailleurs vont se projeter sur un horizon plus long sur le marché du travail. Donc je pourrais encore investir en formation, en éducation, quand j'aurai plus de 55, 56, 58 ans, parce que je sais que j'aurai encore 3 ou 4 ans ou 5 ans à travailler. Ce qui fait qu'évidemment, j'aurai des gains de productivité aussi à ces âges-là, ce que je n'ai pas tenu compte ici. Voilà, je vous remercie.